Chapitre 3. On recrute sur Mars. Pour un terrien, la Terre désignait notre planète, la troisième en partant de ce soleil que les habitants de la galaxie nommaient Sol. Cependant, selon la géographie officielle, Terre englobait tous les corps du système solaire sous sa juridiction. Mars faisait donc partie de la Terre, et ses habitants, bien que vivant à des millions de kilomètres de la planète mère, étaient considérés comme des terriens. Ils votaient pour désigner leurs représentants au Congrès universel et participaient à l'élection du président planétaire. Dans les faits, cependant, la réalité était tout autre. Les habitants de Mars se percevaient comme supérieurs. À leurs yeux, les terriens n'étaient que des touristes maladroits, venus d'un monde encombré et fatigué. À peine David Starr pénétra-t-il dans l'immeuble de l'Agence pour l'emploi bioagricole qu'il ressentit ce fossé culturel. Une jeune femme à l'allure vive lui collait au basque, un sourire narquois accroché sur ses lèvres. Ses cheveux d'un bleu éclatant tressaient en deux longues nattes rebelles, laissant échapper des mèches lâches, désordonnées qui encadraient un visage aux traits malicieux. Elle portait une combinaison biosuite d'une extravagance anarchique, assortie de bottes martiennes renforcées par une couche de métal usé. Les fibres réactives de son biosuite, conçues pour fournir une pression constante et s'adapter aux variations d'atmosphère et de gravité, étaient couvertes de graffitis néon pulsants. Les écussons de sécurité de l'agrobio martien, indiquant les paramètres spécifiques de la planète, étaient à peine visibles sous une couche de peinture fluorescente. À peine David s'avançait vers le guichet ouvrier agricole qu'elle accéléra pour lui barrer la route et lui lança. « Oh, pas si vite l'asperge !» David la regarda avec curiosité. « C'est quoi ton problème? T'as jamais vu une martienne avant ?» lança-t-elle. « Oui. »« Depuis quand t'as quitté le vieux caillou ?» demanda-t-elle en le détaillant des pieds à la tête, ses yeux brillant d'une curiosité moqueuse. « Le vieux caillou. »« Ouais, la Terre ! T'es pas si maigrichon pour un terrien. T'étais devenu trop petit pour toi là-bas ?» David esquissa un sourire. Mais avant qu'il ne puisse répondre, la jeune femme reprit. « Écoute, ici c'est pas les terriens qui décident de l'ordre de passage. T'as quelque chose à dire là-dessus ?»« Aucun problème, concéda David. »« Sinon on peut régler ça autrement, ici ou n'importe quand d'ailleurs. Moi c'est la poisse. Pas besoin de prénom ni de titre. Ici tout le monde me connaît sous ce nom. » Elle fit une pause, haussant les sourcils d'un air méfiant avant d'ajouter. « Et toi, terrien, t'as un souci avec ça ?»« Aucun, répondit David sur un ton grave. »« Parfait, conclut la poisse, et elle se dirigea vers le guichet. Dès qu'elle eut tourné les talons, David laissa échapper un sourire en coin. Il s'assit et attendit. Il n'était sur Mars que depuis 12 heures. Il avait mis ce temps à profit pour enregistrer son vaisseau sous un pseudonyme, dans un des grands garages souterrains à la périphérie de la ville. Il avait pris une chambre dans un hôtel local, et il avait consacré quelques heures de la matinée à parcourir la ville recouverte par son immense dôme. Il n'y avait que 3 villes semblables à celle-ci sur Mars, ce qui était compréhensible étant donné du coût faramineux de l'entretien des gigantesques dômes et des torrents d'énergie nécessaires pour maintenir une température et une gravité similaires à celle de la Terre. Cette ville, Wingrad City, du nom de Robert Clark Wingrad, ce premier terrien à avoir atteint Mars, était la plus grande. Elle n'était pas différente d'une ville terrestre. On aurait pu croire qu'un morceau de la Terre avait été transplanté sur une autre planète, comme si les Martiens, vivant à 60 millions de kilomètres de la planète mère dans cet environnement hostile, cherchaient à se dissimuler leur isolement. Au centre de la ville, là où le dôme ellipsoïdal s'élevait à presque 400 mètres de hauteur, se dressaient des immeubles de 20 étages. Il manquait pourtant une chose. Un beau soleil jaune dans un ciel bleu. Quand le soleil terrestre est haut, les rayons traversent une fine couche d'atmosphère dispersant principalement la lumière bleue. C'est pour ça que le soleil, ayant perdu son bleu, est un peu jaune, alors que le ciel autour de lui est bleu. Puis au coucher du soleil, les rayons traversent une couche plus épaisse, ce qui filtre la lumière bleue, et laisse place aux teintes jaunes, orangées et rouges. Le dôme était translucide et quand le soleil l'éclairait, la lumière se répartissait uniformément sur les 25 km². L'atmosphère de Mars, 100 fois plus légère que celle de la Terre, ne modifie pas la réelle couleur blanche du soleil. Cependant, l'atmosphère martienne, dépourvue d'azote et d'oxygène, est riche en fine poussière de fer, sensible aux photons rouges. Ainsi, en journée, le ciel martien est rouge, contrairement à la Terre. À la nuit tombée, le dôme s'éteignait peu à peu, laissant place au coucher de soleil martien, dans cette atmosphère ténue. Les très fines particules de poussière en suspension dans l'atmosphère dispersent préférentiellement le rouge et le vert, ce qui accentue les teintes bleues caractéristiques de Mars, observées près du soleil lors du crépuscule. Et alors les lumières de la ville s'allumaient, faisant ressembler Wingrad City, plus que jamais, à un coin de la Terre. David Starr leva la tête, en entendant un éclat de voix. La poisse se trouvait toujours au guichet, hurlant. « On m'a blacklisté, tu m'entends? Je te jure qu'il existe une liste noire par Jupiter !» L'employé derrière le guichet semblait déconcerté, il tripotait nerveusement son hyperlink et bafouilla. « Il n'y a pas de liste noire, mademoiselle !»
Mon nom, c'est la poisse, coupa-t-elle d'un ton sec. Qu'est-ce qui te prend? T'as peur de m'aider? Tu me connais pourtant. Il n'y a pas de liste noire, la poisse, mais on n'a rien à te proposer pour l'instant. Ah ouais, et comment Tim Jenkins a trouvé son boulot en 2 minutes hier, alors? Jenkins est un pilote de vaisseau expérimenté. Ben, je sais piloter un vaisseau aussi bien que Tim, Répliqua-t-elle avec un sourire malicieux. Oui, enfin bon, c'est pas ce qu'on appelle piloter ici, la poisse. Et un petit boulot alors? Me dis pas qu'ils ont besoin de rien. Écoute, la poisse, dit l'employé en faisant défiler des données sur son hyperlink. J'ai inscrit ton nom en file d'attente, c'est tout ce que je peux faire, je te préviendrai si quelque chose se présente. Il se concentra sur le registre, parcourant les lignes d'un air distrait. La poisse tourna alors les talons et lança par-dessus son épaule. Très bien, mais je vais camper ici, et crois-moi, le prochain boulot qui arrive, il est pour moi. S'ils veulent pas de moi, qu'ils me le disent en face, t'entends? En face! À moi, directement, la poisse. L'employé resta silencieux. La poisse alla s'asseoir en râlant. David Sarr se leva et s'avança à son tour vers le guichet. Cette fois, personne ne vint lui disputer la place dans la queue. « Je cherche du travail, dit-il d'un ton direct. L'employé leva les yeux de son registre et, avec un mouvement fluide, afficha un formulaire vierge. « De quel type de travail avez-vous besoin ?»« N'importe quel travail disponible. » L'employé l'observa longuement. « Vous êtes martien ?»« Non, terrien. »« Désolé, j'ai rien pour le moment. » « Écoutez, plaida David, le boulot me fait pas peur, et j'ai besoin de travailler. Grande galaxie, y a une loi interdisant aux terriens de bosser ici ? Non, mais tu n'aurais pas vraiment d'utilité, t'as zéro expérience locale. Et pourtant, j'ai besoin de bosser. Y a plein de postes en ville, va voir là-bas. Mais je peux pas prendre un job en ville. Le fonctionnaire scruta longuement David, et il n'eut aucun mal à interpréter ce regard. Les gens venaient sur Mars pour diverses raisons, et bien souvent, parce qu'ils étaient indésirables sur Terre. Quand on cherchait un fugitif, les villes de Mars étaient fouillées méticuleusement. Après tout, elles faisaient partie de la Terre. Mais personne ne trouvait jamais un fuyard qui s'y était réfugié. Pour le syndicat des agriculteurs, le meilleur gars était celui qui avait nulle part où aller. Il le protégeait, veillant à ce qu'il échappe aux recherches des autorités terrestres, d'autant plus qu'il les méprisait profondément. « Non » demanda l'employé reprenant son formulaire. « Dick Williams » répondit David, utilisant le nom sous lequel il avait enregistré son vaisseau. L'employé ne lui demanda pas de pièce d'identité. « Où puis-je vous contacter ?»« Hôtel Landis, chambre 212. »« Vous avez de l'expérience en faible gravité ?» Le questionnaire continua longtemps, la plupart des questions restaient sans réponse. L'employé soupira et valida le formulaire, enregistrant les données dans les registres permanents du système de l'Agence de l'emploi martien. « Je vous tiendrai informé. » Son ton n'était pas vraiment rassurant. David s'éloigna. Il n'avait pas mis beaucoup d'espoir dans cette démarche, mais au moins il était désormais officiellement inscrit comme demandeur d'emploi sur Mars. La prochaine étape, il s'immobilisa. 3 nouveaux venus entrèrent dans l'agence, et en les voyant, la poisse se leva brusquement, furieuse, et s'interposa sur leur chemin. Les 3 nouveaux venus s'arrêtèrent, et celui qui fermait la marche éclata de rire. « Oh, mais ce n'est pas la poisse! Peut-être bien qu'elle cherche un boulot, boss !» Celui qui venait de parler avait les épaules larges, le nez épaté, et arborait une prothèse faciale aux couleurs de Mars. « Du calme, Griswold !» dit celui qui avait arrêté sa course avec la grâce d'un pachyderme adipeux. Il était de taille moyenne et son visage lisse et rasé semblait déconnecté des préoccupations terre-à-terre. Son biosuite, au design élégant, était un modèle traditionnel sur Mars, mais la matière était plus sophistiquée que celui des autres martiens présents dans la pièce. Ses bottes, à la métallique ostentatoire, étaient ornementées de filets d'or en spirale. Au fur et à mesure de ses voyages, David Sarr remarquera qu'aucune paire de bottes n'était semblable. Chaque paire semblait plus audacieuse que la précédente. Les Martiens portaient ces bottes comme une manière d'affirmer leur individualité, dans une société où l'apparence se mêlait souvent aux attentes sociales. La poisse, les poings serrés, ne cacha pas sa colère. « Je veux mes certificats d'accès, Hens. Ça faisait partie du contrat. » Hens, le bedonnant, qui semblait diriger le groupe, répondit d'un ton calme. « Les choses ont changé, la poisse. »« On a bossé ensemble pendant 2 ans et j'ai toujours fait ma part. » répliqua la poisse, le regard féroce. « T'as fait plus que ta part, c'est sûr, mais c'est fini maintenant. » Il la repoussa légèrement avant de se diriger vers le guichet et de déclarer. « J'ai besoin d'un bioagri expérimenté, un type fiable. J'en veux un grand pour remplacer la demi-portion dont j'ai dû me séparer. » La poisse explosa. « Par l'espace, j'ai fait bien plus que ma part. Ce que vous voulez dire, c'est que j'étais là au mauvais endroit, au mauvais moment. Alors on dégage les témoins qui vous prennent à filer dans le désert à minuit, en bloquant ses accès en plus. » Hens, visiblement ennuyé, lança par-dessus son épaule. « Griswold, débarrasse-moi de cette idiote. » La poisse ne recula pas, bien que Griswold fît 2 fois sa taille. Elle siffla. « Ok, c'est parti. » Mais David Starr s'avança de son pas faussement détaché. Griswold dit. « T'es de mon chemin, frère. J'ai du ménage à faire. » La poisse, toujours aussi arrogante, se tourna vers David. « Toi bien, l'asperge est à moi. » David l'ignora.
se tournant vers Griswold. Il me semble que cet espace est public, nous avons tous le droit d'y être. Discute pas, frère. Griswold le repoussa brutalement, mais David, d'un geste rapide, saisit son bras, verrouillant le poignet. D'un coup de hanche, il pivota et utilisa l'élan de l'attaque pour faire basculer Griswold en arrière et l'envoyer lourdement valser à travers la fine cloison de séparation du guichet. « Moi, j'aime bien discuter, frère, » dit David d'un ton calme. L'employé avait bondi de côté. D'autres fonctionnaires se rapprochaient, plus pour enregistrer la bagarre que pour intervenir. La poisse éclata de rire et donna une claque amicale dans le dos de David. « Pas mal pour un terrien !» Hens semblait stupéfait. L'autre homme, plus court et barbu, au teint couleur de celui qui a passé trop de temps sous le soleil sans filtre de Mars et pas assez sous le soleil artificiel de la ville, observait la scène bouche bée. Griswold reprenait peu à peu son souffle. Il secoua la tête et leva vers David des yeux exorbités de fureur. Il se redressa et un éclair d'acier crépitant scintilla dans sa main. David, d'un mouvement fluide, fit un pas de côté et leva le bras. Son arme, une petite tige, en alliage léger, se glissa hors de son avant-bras et s'activa avec un bruit distinct, se logeant au creux de sa main. Hens s'écria alors. « Attention, Griswold, il a un désintégrateur !» David fixa Griswold. « Lâche ta lame !» Griswold jura furieusement, mais on entendit claquer l'acier au sol. La poisse s'avança nonchalamment pour ramasser l'arme et rit de l'impuissance de Griswold. David observa le poignard avec une lueur appréciatrice. Charmant joujou pour un bioagri, commenta-t-il. Comment la loi martienne punit-elle le port d'une telle arme? C'était l'arme la plus vicieuse de la galaxie. Un petit manche en acier inoxydable, à peine plus épais qu'un canif, mais renfermant un minuscule moteur générant un champ de force aussi tranchant qu'une lame de rasoir, capable de découper n'importe quelle matière. Les champs de protection les plus avancés étaient inutiles contre cette lame qui traversait les champs de force et tranchait les os comme dans du beurre, souvent accompagnée de blessures fatales. Hens s'interposa lourdement entre les deux hommes. « Et le terrien, il a un permis pour ce désintégrateur ? Allez, on remballe et on en reste là, d'accord. Griswold, on s'en va. » Un instant, coupa David alors que Hens lui tournait le dos. « Vous cherchez un ouvrier, n'est-ce pas ?» Hens ralentit sa course et revint vers lui, les sourcils relevés dans une expression amusée. « Je cherche un homme, oui. » David sourit. « Ah, parfait, moi je cherche un job. » Hens haussait les sourcils. « J'ai besoin d'un bioagri expérimenté. Vous avez les qualifications nécessaires ? » Alors non. Vous savez gérer une serre, même hydroponique, ou conduire une navette tout-terrain ? À voir votre biosuite, il fit un pas de côté comme pour mieux détailler David. Vous êtes juste un terrien avec un désintégrateur. Et franchement, j'ai rien pour vous. Pas même, demanda David d'un ton calme, si je vous dis que je m'intéresse à cette histoire de contamination ? Le visage de Hens resta impassible. Ses yeux ne scièrent même pas. Il déclara. De quoi vous parlez ? Faites un effort, ajouta David, un léger sourire poli aux lèvres. Hens croisa les bras. Travailler sur Mars, c'est pas une partie de plaisir. Parfait, la facilité m'ennuie, rétorqua David. Hens jaugea un moment David avec ses yeux porcins. Son regard s'attarda sur sa posture et son assurance tranquille. Très bien, vous serez nourri, logé, équipé de base, c'est-à-dire 3 biosuites de fonction et une paire de bottes. 50 crédits la première année, payable en fin de contrat. Et si vous tenez pas l'année entière, vous repartez les mains vides. Ça me convient. Quel type de travail ? Le seul à votre niveau. Homme à tout faire à la cantine, avec possibilité d'évolution, bien sûr. Sinon, c'est là une très belle place pour toute l'année. Marché conclu. Et la poisse ? La poisse, qui écoutait en retrait, s'avança avec une moue sceptique. Moi, je bosse plus pour ces charognards. Un conseil, David, laisse tomber, toi aussi. David, sans détourner les yeux de Hens, proposa. Que dirais-tu d'un petit stage en échange de tes accès valides ? La poisse hésita, ses yeux oscillant entre Hens et David. 1 mois, pas plus. Hens, visiblement agacé, haussa les épaules. C'est votre ami ? David hocha la tête. Disons qu'elle fait partie des petits caractères dans un contrat avec moi. Très bien, lâcha Hens. Mais qu'elle se tienne tranquille, pas de salaire, juste les accès. Maintenant on bouge, ma navette est dehors. Ils quittèrent le bâtiment, Hens et ses hommes en tête, suivis de David et la poisse. La poisse dit dans un murmure. Merci, t'étais pas obligé. Une navette aux couleurs plus criardes les attendait. Malgré les couleurs si criardes qu'elles faisaient plisser les yeux de David, il remarqua une structure compacte tout-terrain recouverte d'un matériau absorbant le rayonnement UV qui témoignait des contraintes de l'extérieur martien. Les panneaux de protection coulissants pouvaient se refermer en cas de tempête de sable. Les roues étaient larges pour réduire les risques d'enlisement dans les sables mous et cerclés de capteurs adaptatifs. « Vous, à l'arrière !» dit Hens en désignant David et la poisse. Il s'assit derrière le volant tout en parlant. Griswold s'assit à sa droite. Il indiqua la destination et activa la conduite autonome pour circuler sous le dôme. Les sièges arboraient des couleurs encore plus vives que celles de la carrosserie. Mais ils étaient ajustables et optimisés pour réduire l'impact des longues heures sur les pistes accidentées de Mars. Alors que la poisse s'installait, David s'apprêtait à la suivre lorsqu'il sentit une présence derrière lui. « Attention !» cria la poisse.
Le visage buriné du second homme de main de Hens se tenait dans l'encadrement de la portière, un sourire mauvais aux lèvres. Avant que David puisse réagir, il entendit un ronflement étouffé et un éclat lumineux jaillit. Le canon d'un paralyseur vibrait encore tandis que David s'effondrait sur le siège. Sa dernière vision se brouilla, un mélange indistinct de visages et de murmures. « Bon travail, Zukis. Installe-toi derrière avec eux, surveille-les. » La voix paraissait venir d'un fond d'un tunnel interminable. David eut encore une légère sensation de mouvement vers l'avant, puis ce fut le noir complet.